Louise Woodward est une jeune Anglaise ayant décidé de faire une année sabbatique aux États-Unis en tant que fille au père. Malheureusement pour elle, rien ne va se passer comme prévu et en quelques semaines, elle va se retrouver tout droit en prison. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Louise Woodward, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois avec une histoire américaine. Vous allez voir, celle-ci peut vraiment mener au débat, donc j'attends vos commentaires avec impatience. Aussi, je tenais à vous rappeler que demain, on est Halloween, le 31 octobre, et que j'ai prévu une vidéo spéciale à cet effet, donc même si on est lundi, que c'est pas un jour de sortie de vidéo, j'en sortirai bel et bien une demain, donc à 10 h. Sinon, à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Louise Woodward est une jeune fille de 19 ans d'origine anglaise, mais vivant au moment des faits, donc en 1997, aux États-Unis, dans la ville de Newton, au Massachusetts. Si elle y est, c'est parce qu'elle avait décidé de faire une année sabbatique après le lycée, et pour financer son année aux États-Unis, elle travaillait chez un couple qui s'appelle Deborah et Sunil Apen. Le couple avait deux enfants, un petit garçon de 8 mois appelé Matthew et un autre garçon qui lui avait 2 ans. Plongeons-nous alors dans la journée du 4 février 1997. Ce jour-là, Louise a appelé le 911 pour signaler un bébé qui respirait à peine selon ses mots. L'ambulance arrivera rapidement. Ce bébé entre la vie et la mort était Matthew, donc le bébé de 8 mois que Louise gardait. Il sera alors amené à l'hôpital pour enfants de Boston. Lorsque Matthew est arrivé à l'hôpital, les médecins constateront qu'il était dans le coma et qu'il avait sur lui de multiples blessures. En fait, il avait une fracture du crâne et entre l'os de son crâne et son cerveau, il y avait du sang. En fait, il y avait une grosse hémorragie. Et en plus de ça, il y avait une hémorragie rétinienne. Donc ça veut dire que derrière son œil, il y avait vraiment plein de sang. On a aussi constaté qu'il avait de nombreuses lésions cérébrales. Et les médecins en ont conclu que le petit était victime du syndrome du bébé secoué. Le syndrome du bébé secoué, disons que ça a été inventé parce que parfois des parents qui en peuvent plus de leur enfant parce qu'il crie trop, il pleure trop, il dort pas, pourraient avoir envie dans certains cas de le secouer comme en disant dors. C'est ce syndrome-là du bébé secoué, mais si on le secoue trop fort, évidemment, le bébé qui ne sait pas tenir sa tête, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait ce geste et surtout une maltraitance infantile. Donc, comme je le disais, c'est un cas de maltraitance infantile. Le bébé est entre la vie et la mort, donc évidemment, les médecins vont appeler la police. Dès le lendemain, le 5 février 1997, Louise sera désigné comme étant le coupable et sera arrêté. Le 9 février, le petit Matthew va décéder des suites de ses blessures et à ce moment-là, Louise sera accusée de meurtre au premier degré. Évidemment, elle sera vivement interrogée, mais Louise va tout simplement nier avoir fait du mal au bébé. Mais là, il va y avoir un très gros quiproquo lorsqu'elle va être interrogée. Louise va en fait dire en anglais « I just popped the baby on the bed ». Et ça va un peu semer le doute parce qu'en anglais des États-Unis, ça voudrait dire comme « j'ai juste fait sauter le bébé sur le lit ». En anglais d'Amérique, ce terme est quand même quelque chose d'assez violent. Donc, les policiers qui interrogent Louise, qui vont entendre ça, vont se dire « c'est bon, elle a avoué qu'elle a été violente avec le bébé au moins une fois. Si elle l'a secoué, si elle l'a comme jeté sur le lit, voilà, ça explique tout. » Mais les avocats de Louise vont la défendre. Ils vont dire qu'en anglais d'Angleterre, pop the baby on the bed est un terme qui signifie simplement qu'elle a couché le bébé sur le lit. Louise ne reconnaissait donc pas avoir secoué le bébé ou quoi que ce soit, mais elle disait juste l'avoir couché. Mais bon, cette explication qui vient des avocats de Louise ne va pas vraiment convenir aux enquêteurs. Selon eux, Louise est coupable, elle a comme avoué, et même avec cette explication, tout reste un peu flou pour eux. Alors qu'en fait, tout est clair dans la déposition de Louise, juste les policiers ont chipoté sur ce terme.
Après ça, Louise et son avocat demanderont une remise en liberté en attendant le procès, mais la police refusera et décidera que Louise devait rester détenue jusqu'à son procès à la prison MCI Framingham, donc c'est une prison à sécurité maximale. Il faut savoir que l'affaire va être extrêmement médiatisée et surtout en Grande-Bretagne, donc là d'où vient Louise. Mais dans la ville de Newton et aux alentours, les journalistes s'en donnaient à cœur joie et la condamnaient presque déjà avant même que le procès ait lieu. Les avocats de Louise vont alors demander à ce que le procès se fasse dans une autre ville, vu que le jury pouvait être assez influencé par tous ces médias, par tout ce qui se disait dans la ville et aux alentours, mais le juge a refusé. Le procès arrivera finalement en octobre de la même année, et vu qu'on est en 1997, le procès n'était pas télévisé, mais gardez à l'esprit que les journalistes retranscrivaient quasiment tout ce qu'il s'y passait. Au début de ce procès, l'accusation rappellera les blessures du bébé et confirmera donc qu'il avait tous les symptômes d'un bébé qui aurait été secoué violemment. De plus, après autopsie, il avait été prouvé que la fracture du crâne venait du fait que le crâne du bébé avait été frappé violemment avec un objet dur. Donc la fracture n'aurait pas pu être causée par exemple en jetant le bébé sur le lit, parce qu'un lit c'est mou, ça aurait plutôt été comme si on avait tapé un bébé contre un mur par exemple. Les parents du bébé seront aussi interrogés et diront que Louise n'avait jamais pris son job de fille au père au sérieux. Selon eux, elle sortait presque tous les soirs et rentrait toujours très tard malgré le couvre-feu de 23 h qu'il lui avait imposé. Louise va plaider non coupable de son côté et ses avocats diront que la blessure à la tête du bébé était en fait une blessure accidentelle plus ancienne qui se serait aggravée et qui aurait causé sa mort. Les experts médicaux embauchés par la défense viendront aussi expliquer à la cour que la fracture du crâne de Matthew montrait des signes de guérison. Donc ça prouvait que la blessure avait été subie des semaines auparavant, avant même que Louise commence son job de fille au père. Un autre expert dira même que les caillots sanguins dans la tête du bébé dataient de plus ou moins 3 semaines et le poignet cassé du bébé, parce que oui, il avait le poignet cassé, datait de plus ou moins 2 semaines avant le 4 février, donc jour du drame. Et ça, c'est pas vraiment contestable. Les examens le prouvent noir sur blanc, ça faisait longtemps que ça avait eu lieu, et donc peut-être même avant que Louise arrive. Donc évidemment, ça remet pas mal de choses en question et ça change le scénario qu'on s'était fait depuis le début de cette histoire. En plus de ça, il va être prouvé que Matthew n'avait sur son corps aucune ecchymose, rien qui prouvait qu'il avait été manipulé violemment ou qu'on l'avait frappé à d'autres endroits. C'était simplement les caillots de sang à la tête, le crâne brisé et le poignet brisé, mais rien d'autre. À la barre, Louise redira encore une fois qu'elle est innocente et elle réexpliquera le quiproquo qu'il y avait eu plus tôt. Elle n'avait pas du tout jeté le bébé sur le lit le jour du drame, mais l'avait plutôt couché. Elle reconnaîtra aussi avoir à un moment donné mis le bébé sur le sol de la salle de bain dans la journée du 4 février, mais elle l'avait couché délicatement pendant qu'elle faisait quelque chose, c'était pas du tout en le jetant. Mais donc, qu'est-ce que tout ça veut dire ? En gros, si je résume, la défense explique que les blessures auraient pu venir de bien avant que Deborah arrive chez le couple de Deborah et Sunil. Si c'est le cas, il se pourrait que ce soit le couple qui soit en fait coupable de violences infantiles, surtout qu'ils étaient tous les deux médecins de profession. Alors effectivement, ça paraît étrange qu'ils n'aient pas remarqué la blessure au crâne de leur bébé si elle était déjà là depuis plusieurs semaines. Alors, on peut aussi se dire que peut-être ils n'y ont pas fait attention, mais quand même. Les parents ont pour tendance de s'inquiéter rapidement pour leur enfant, surtout à 8 mois seulement. Si Matthew avait une fracture au crâne, ça paraît juste impossible qu'il n'ait rien vu. Par contre, Louise, qui venait d'arriver, qui ne connaissait pas ce bébé et qui de base n'avait pas non plus une grande expérience avec les bébés, vu qu'elle n'avait que 19 ans, avait de grandes chances de n'avoir rien vu. Finalement, le 30 octobre 1997, après 26 heures de délibération, le jury l'a déclaré coupable de meurtre au 2e degré et au moment où ça a été énoncé, Louise a crié « Je n'ai rien fait, pourquoi m'ont-ils fait ça ?» Le lendemain, le juge Zobel l'a condamné à la prison à vie avec un minimum de 15 ans à purger. Évidemment, ni Louise ni ses avocats ont voulu en rester là. De 1, parce qu'elle voulait pas aller en prison alors que selon elle, elle était innocente. Et de 2, parce qu'avec ce genre d'accusation, elle serait fichée à vie. Donc, elle, avec ses avocats, ils ont décidé de faire appel.
Ce nouveau procès a eu lieu quelques jours plus tard, le 10 novembre 1997. Le juge Zobel, donc qui avait aussi présidé l'ancien procès, a décidé de revenir sur la condamnation. Il décidera de faire passer la condamnation pour meurtre au deuxième degré à une condamnation pour homicide involontaire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le juge Zobel s'exprimera et dira: les circonstances dans lesquelles l'accusé a agi étaient caractérisées par la confusion, l'inexpérience, la frustration, l'immaturité et une certaine colère, mais pas de malveillance dans le sens juridique à l'appui d'une condamnation pour meurtre au deuxième degré. Je suis moralement certain que permettre à cet accusé de rester reconnu coupable de meurtre au deuxième degré serait une erreur judiciaire selon les documents judiciaires. À la fin du procès en appel, la peine de prison de Louise fut réduite autant qu'elle avait déjà purgé et elle fut libérée. Mais voilà, il va y avoir une nouvelle demande d'appel et cette fois-ci pas de la part de Louise et ses avocats, mais plutôt du procureur adjoint du district. Il va faire appel auprès de la Cour suprême du Massachusetts parce qu'il trouve que cette nouvelle condamnation est beaucoup trop légère. Au même moment, Louise et ses avocats vont de nouveau faire appel. Alors oui, elle est libre, mais Louise dit toujours qu'elle est innocente, elle n'a rien fait, donc elle ne voit pas pourquoi elle aurait quand même été condamnée pour meurtre involontaire si elle est sûre et certaine d'avoir rien fait de mal, de ne pas avoir fait de mal au bébé. Il va alors y avoir un nouveau vote au tribunal dans un petit groupe de jurés pour savoir si Louise doit garder sa condamnation ou non, et finalement elle devra la garder pour un vote de 7 contre 0. Pour ce qui est de la demande d'appel demandée par le procureur adjoint du district, là aussi il va y avoir un vote au sein d'un groupe de 7 jurés et là ça va être refusé également pour un vote de 4 à 3. Après ça, Louise fut libérée de prison le 16 juin 1998 et retournera alors vivre au Royaume-Uni. Alors, il y a eu 2 procès, mais je sais pas vous, mais moi je ne sais toujours pas si Louise est coupable ou non. Je trouve qu'elle s'est vraiment bien défendue, enfin en tout cas ses avocats l'ont très bien défendue. Je pourrais croire au fait que les blessures de Matthew dataient depuis plus longtemps. Après, j'ai pas non plus envie d'accuser les parents, donc ça pose quand même beaucoup de questions. Personnellement, j'ai du mal à trancher, mais j'ai pu lire qu'en mai 1997, Louise avait demandé à passer le test du polygraphe afin de prouver qu'elle n'était pas coupable. Comme vous le savez sûrement, les résultats du test du polygraphe ne sont pas valables en cours, mais ça donne déjà une petite indication. Louise a alors passé le test et encore une fois, elle a nié toutes les accusations à son encontre. À la fin du test, il s'était avéré que selon la machine, Louise ne mentait pas et le test avait même estimé un niveau de confiance de 95%. Donc là, on a tendance à se dire que peut-être Louise ne ment absolument pas. Malheureusement pour elle, ça en restera là et la justice ne reparlera pas beaucoup de ce test du polygraphe. Lorsque Louise est retournée en Grande-Bretagne, j'ai aussi pu lire qu'elle avait donné une conférence de presse qui avait été rediffusée en direct dans tout le pays ainsi qu'aux États-Unis. Elle expliquera dans cette émission que le seul moment où elle a secoué le bébé a été au moment où il était déjà inconscient. Elle l'avait en fait secoué légèrement comme il était conseillé par les National Institutes of Health. De plus, Louise dira: « Je n'ai pas blessé le bébé Matthew et j'espère juste que la communauté médicale prendra mon cas pour prouver mon innocence, car toutes les voies d'appel sont fermées maintenant. » Par la suite, Louise a étudié le droit à la London South Bank University, où elle a obtenu son diplôme en juillet 2002. En 2004, elle a commencé un contrat de formation avec un cabinet d'avocats, mais elle va finalement abandonner sa formation l'année suivante afin de poursuivre sa carrière de professeure de danse de salon et de danse latine dans la ville de Chester. Elle s'est ensuite mariée et a eu une petite fille en 2014. Par contre, elle refera malgré elle parler d'elle en 2007 aux États-Unis. En fait, c'est le magazine Boston Exhibit A, qui est une sorte de magazine de droit, qui l'a élue comme la criminelle la plus notable ayant été condamnée au Massachusetts. Aussi, en 2011, Patrick Barnes, un radiologue pédiatrique de l'université de Stanford, qui était d'ailleurs un témoin clé dans le procès, a déclaré qu'il ne donnerait plus le même témoignage aujourd'hui qu'à l'époque. Il a en fait expliqué qu'il y avait eu une révolution dans la compréhension des traumatismes crâniens au cours des dernières décennies, en partie grâce au progrès de la technologie. Nous avons commencé à réaliser qu'il y avait un certain nombre de conditions médicales qui peuvent affecter le cerveau d'un bébé et ressembler aux résultats que nous avions l'habitude d'attribuer au syndrome du bébé secoué
ou à la maltraitance d'enfants, comme les infections ou même les accidents vasculaires cérébraux. Ayant ce nouveau témoignage, on peut alors se demander si Matthew n'aurait pas simplement été victime d'un accident vasculaire cérébral et que sa mort ne soit en fait la faute de personne. C'est aujourd'hui une possibilité plus que probable. En fait, des médecins ont même déterminé que chez les bébés et les jeunes enfants, il peut s'écouler un long moment, même plusieurs semaines, avant que le bébé montre vraiment les signes d'un accident vasculaire cérébral. Matthew aurait donc pu en être victime des semaines avant qu'il tombe inconscient. Et ça explique aussi pourquoi ses parents, médecins, n'ont rien vu. Voilà, c'est comme ça que se termine la vidéo. J'attends en commentaire toutes vos théories. Est-ce que selon vous, c'est un accident vasculaire cérébral? Est-ce que la fautive, c'est Louise? Est-ce que ce sont les parents? Voilà, il y a 3 possibilités. Après, je trouve que dans toutes les possibilités, il y a quand même des choses qui ne vont pas, il y a quand même des petites incompréhensions. Si ce sont les parents, j'ai du mal à comprendre leur mobile. Si c'est Louise, je trouve qu'elle s'est quand même vraiment bien défendue et je ne comprendrais pas pourquoi les blessures avaient l'air de venir de plusieurs semaines, même avant son arrivée. Et si le problème, c'est un accident vasculaire cérébral, il reste quand même des choses un peu étranges, comme par exemple le poignet cassé du bébé. Je me dis aussi que peut-être effectivement c'était un accident vasculaire cérébral, mais aussi peut-être que Louise aurait cassé le poignet du bébé sans faire attention, sans se rendre compte qu'un bébé c'est fragile. C'est pour ça qu'elle aurait réussi par exemple le test du polygraphe parce qu'elle croyait réellement n'avoir rien fait de mal et donc elle croyait vraiment à ce qu'elle disait, mais peut-être que tout de même elle aurait manipulé trop brutalement le bébé. Ça reste aussi une possibilité. En tout cas, je ne sais pas si la justice a bien fait de condamner Louise en ayant si peu de preuves. Là aussi, je vous laisse débattre dans les commentaires. Mais voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et moi, je vous retrouve demain pour la vidéo spéciale Halloween. Bye!